Donc, j'ai préparé cette présentation pour vraiment donner 5 conseils pour prévenir et agir face au cyberharcèlement. Et en particulier, je vous parlerai de la plateforme de l'école des réseaux sociaux, qui est une plateforme qu'on a développée avec une association qui s'appelle School of Social Networks. Donc, le sujet actuellement dans l'actualité, euh, on n'arrête pas de voir des cas de suicide de jeunes qui mobilisent l'opinion publique, hein, qui font certainement très peur aux parents en se disant est-ce que la foudre va tomber dans mon foyer à un moment donné. Et par rapport à ces cas, ce que je voulais mentionner pour démarrer, c'est que c'est une toute petite partie émergée de l'iceberg. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, euh, en fin de compte, il y a un enfant sur 3 qui est victime de harcèlement. Le risque qu'on a sur ces enfants victimes de harcèlement, c'est qu'ils adoptent des comportements à risque et que ces comportements à risque les amènent à avoir de l'agressivité, des phobies sociales, des dépressions, des anorexies, des tentatives de suicide. Et on a effectivement, malheureusement, certains enfants qui passent avec. Quand on regarde ces pyramides, qui sont très utilisées, hein, ça s'appelle la pyramide de Bird, qui est très utilisée dans les risques, les accidents du travail et les risques dans une entreprise, euh, la seule façon de réduire le nombre de suicides, c'est de s'attaquer à la base de la pyramide. Il faut qu'on réduise le nombre de victimes de harcèlement et surtout le nombre de comportements à risque qu'auront ces enfants victimes de harcèlement. C'est pour ça que ce qu'on a entendu tout à l'heure sur l'action que mènent les centres reliés, c'est un truc que l'objectif, c'est avant tout que l'enfant ne se mette pas en risque et voilà, ne porte pas atteinte ni à lui ni à son entourage. Ça, c'était un premier point important que je voulais rappeler. Et on est bien, comme l'a précisé Stéphanie, sur un enfant sur 3. Euh, donc malheureusement, comme on ne le voit pas, il est possible que ça vous concerne et ça nous concerne tous. Alors, moi, je suis Daniel Jasmin. J'ai développé pendant 3 ans, de 2016 à 2019, le premier réseau social pour les petits, pour les 6-10 ans. Donc on avait tous les jours un demi-million d'enfants qui étaient sur la plateforme. Donc la différence par rapport à un autre réseau social, c'est que ce réseau était sécurisé par les parents. C'est-à-dire que les parents validaient les connexions que pouvaient avoir les enfants. Et à l'intérieur de ces réseaux, les enfants pouvaient trouver du chat vocal, des partages d'images, tout ce qu'ils pouvaient trouver à l'extérieur, mais dans un environnement sécurisé. Donc ça nous a donné une bonne connaissance, une compréhension de comment les enfants agissaient en ligne, et ça nous a poussé à développer l'école des réseaux sociaux que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est un outil de prévention pour les plus jeunes. Donc par rapport à ça, j'ai prévu 5 conseils qui me paraissent fondamentaux euh, à, à diffuser et à partager avec les familles et pour des parents qui pourraient s'inquiéter ou des enseignants qui pourraient s'inquiéter. Ces 5 conseils, on va les voir un par un. Le premier conseil, c'est dialoguer en continu et dès le plus jeune âge, on va en parler tout à l'heure, définir un cadre de référence, détecter les signaux faibles, on a commencé à l'évoquer dans le début de cette conférence, regrouper les jeunes et les adultes, on en a parlé, et enfin relier les jeunes à leur environnement. Donc je vais commencer chacun de ces éléments et expliquer en fin de compte pourquoi c'est important de dialoguer en continu dès le plus jeune âge. Donc aujourd'hui, des enfants de 8-9 ans sont nés avec le numérique. C'est-à-dire qu'ils ont souvent appris à manipuler un écran avant de parler. Euh, et donc, la question n'est pas de dire est-ce qu'on doit bloquer l'accès au numérique. Ils sont plongés dans cet univers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important puisque ils vont y passer progressivement la moitié de leur temps. Et donc, c'est pas seulement un divertissement, c'est vraiment un monde complet dans lequel aujourd'hui on a besoin d'être présent. Donc la question qui est importante, etc., c'est qu'on ne dialogue pas, les parents, les enseignants, etc., ne dialoguent pas avec les plus jeunes et avec les enfants autour de ce monde qu'ils découvrent. Et donc aujourd'hui, ce qui est vraiment important, vraiment le conseil est simple, c'est de poser une question toute simple à vos enfants une fois par semaine ou régulièrement, c'est qu'as-tu découvert de nouveau aujourd'hui? Parce que cet univers pour lui, c'est pas un univers de peur, etc. C'est un univers de plaisir, de divertissement. Il découvre des choses, il découvre peut-être autant de choses que ce qu'il découvre à l'école. Et aujourd'hui, il est important que les parents, que les enseignants, que les éducateurs, en fin de compte, s'intéressent à cet univers, parce que sinon, on va les laisser
en se disant, ben voilà, ce que tu fais dans le numérique, dans ce monde-là, m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est le monde réel. Et dans ce dialogue qu'on arrivera à installer régulier avec nos enfants, en fin de compte, ça nous permettra de mieux comprendre ce qu'ils sont en train de vivre et qu'on soit les référents lorsqu'ils auront un problème. Juste pour vous rappeler un chiffre, aujourd'hui, quand un enfant a un problème en ligne, c'est seulement dans la moitié des cas qu'il parle à son parent, et par rapport aux enseignants, en fin de compte, il n'en parle que dans 5% des cas. Donc c'est important qu'on redevienne des référents en installant ce dialogue régulier. Le deuxième conseil qui est important, c'est de définir un cadre de référence. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont en ligne, il n'y a aucun cadre éducatif. Les parents ne sont pas présents, puisqu'on ne peut pas suivre à la trace ce que font nos enfants en ligne, etc. Donc on est absent de cette zone. Les enseignants ne sont pas présents dans le monde numérique, puisque aujourd'hui l'éducation, malheureusement, aux médias, commence très tard dans la scolarité. Et aujourd'hui, comme je le disais, on n'est pas forcément des référents dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, et les plateformes numériques que les enfants consomment, que ce soit Netflix, YouTube ou autres, etc., Facebook ou autres, ce sont des plateformes qui sont des plateformes de divertissement. Leur objectif, c'est que les enfants reviennent tous les jours, être sollicités sur des contenus nouveaux, que ce soit TikTok ou autre, etc. Leur objectif, c'est pas de venir éduquer les enfants. Je vais vous donner un exemple qui est assez criant. Vous avez le patron de Netflix, le dirigeant de Netflix, qui dit que son plus grand concurrent, c'est le sommeil. Donc, c'est-à-dire que pour lui, vous voyez, c'est pas une valeur forcément éducative. Pour lui, en fin de compte, c'est comment je peux grignoter le plus de sommeil possible pour que les enfants, pas que les enfants, les adultes aussi, consomment des séries. Donc c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de cadre et qu'on a besoin de créer ce cadre. C'est compliqué pour nous de le créer, puisque quelque part, on n'a pas été éduqué dans le monde numérique par nos parents, donc on a besoin de recréer un cadre. Et pour ce faire, on a développé avec European Schoolnet une plateforme qui s'appelle l'école des réseaux sociaux. Je vais vous montrer, si j'y arrive rapidement comment elle fonctionne. Hop. Bon, sinon, je vais vous l'expliquer comme ça. Cette plateforme, en fin de compte, elle va traiter 5 grandes catégories de sujets. Comment se connecter avec ses amis en ligne, à quel comportement s'attendre, quels contenus sont disponibles, qu'est-ce que je peux acheter, partager, ne pas acheter, partager, comment protéger ces données, ces appareils. Et en fin de compte, elle permet aux parents et aux éducateurs, aux enseignants, de parler autour de cartes qui sont disponibles dans la plateforme. C'est des cartes qui sont sur des questions sociétales. Comment je fais preuve de respect en ligne, mais c'est la même question que je peux me poser aussi dans la vie de tous les jours. Est-ce que j'utilise mon nom? Est-ce que je peux mentir sur mon âge? Et ça, c'est des questions dont on a besoin de discuter régulièrement avec l'enfant. Donc il y a 59 cartes questions comme ça, mais on a également besoin d'en discuter en classe ou dans les centres de loisirs, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a certains éléments que les enfants ne voudront pas présenter à leurs parents parce qu'ils auront peur des sanctions. Donc il y a besoin que ce soit discuté dans un groupe. Et en plus, en fin de compte, pour toucher l'ensemble des enfants, on a besoin que dans la classe, parce que tous les parents ne vont pas avoir le temps ou l'opportunité de prendre le temps de ce dialogue, on a besoin de vraiment dialoguer régulièrement avec les enfants. Et donc, nous, on recommande qu'une fois par semaine, il y ait un dialogue autour de ces thématiques qui puissent se dérouler. Il y a des activités très simples. Par exemple, c'est une des activités où l'enfant va réfléchir sur comment la technologie peut impacter son sommeil, ses plaisirs, ses muscles, ce qui se déplace moins, etc. Donc ça, c'est des petites activités très simples qui peuvent se faire à la maison, en classe, toute la journée. Donc le troisième point, c'est détecter les signaux faibles. Aujourd'hui, ces signaux faibles, on a besoin de tous les détecter. C'est-à-dire que quand je dis tous, c'est tous les adultes. Et c'est pour ça que quand on développe les centres reliés, on essaye de mailler dans le territoire tous les acteurs qui sont au contact des enfants, que ce soit les médecins, les psychologues, les services sociaux, les associations de parents d'élèves, les enseignants, les CPE, les infirmières, etc. En fin de compte, on a besoin de tous regarder pour détecter des signaux faibles. Qu'est-ce que c'est que ces signaux faibles? Françoise en a parlé tout à l'heure. Hein. Là, j'ai repris vice versa. Ça peut être des signaux qui sont complètement, qui sont pas naturels. C'est-à-dire qu'on peut avoir un enfant qui devient euphorique tout d'un coup, et en fin de compte, c'est ça qui peut cacher, en fin de compte, des comportements de harcèlement, parce qu'il va vouloir
dirais, masquer en fin de compte la situation qu'il vit. Ça peut être de la tristesse, du dégoût, de la colère, puisqu'effectivement, c'est un réflexe assez naturel hein, quand on subit finalement un traumatisme et qu'on n'est pas entendu, de la peur, etc. Donc ça, vraiment, il faut qu'on détecte le plus possible. Et quand on détecte, effectivement, faut qu'on prenne en charge le plus tôt possible. Je vais vous reprendre juste une citation qui me paraît importante, qui a été citée par le juge Édouard Durand, qui est le juge des enfants, qui a co-présidé la commission inceste. En fin de compte, ce qu'il dit, c'est qu'un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas cru peut s'effondrer. Et en fin de compte, un enfant qui n'est pas protégé, il va perdre confiance dans le monde des adultes et on ne peut pas construire une société si on n'entend pas et si on n'agit pas immédiatement. Donc c'est vraiment ça qu'on a voulu mettre en place dans les centres reliés. Le quatrième conseil, c'est le regroupement. Donc le regroupement des jeunes, on en a parlé, on va les regrouper sur la plateforme Discord, mais le regroupement des adultes est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée des groupes d'échange entre parents, parce que les parents sont isolés aussi dans ces situations. On crée des groupes aussi professionnels entre acteurs éducatifs, parce que chacun, en fin de compte, est seul et ne sait pas forcément comment agir et a peur d'agir dans un système complexe. Et on a besoin, un peu comme un village, hein, de fonctionner, de fonctionner ensemble, en fin de compte, sur ces groupes-là. Le regroupement des jeunes victimes de harcèlement, c'est pas quelque chose qui paraît évident à la base. On se dit finalement un enfant qui est victime, si je les mets ensemble, qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? Est-ce qu'ils vont pas finir par se harceler entre eux ou quoi que ce soit? Donc bien sûr c'est encadré et surtout en fin de compte ce qu'il faut comprendre c'est que comme on s'en prend toujours aux enfants les plus bienveillants et les plus empathiques, ben, quand on les regroupe entre eux, c'est ce qu'expliquaient Lila et Cécile tout à l'heure, en fin de compte ils vont générer de l'entraide. Et ce que Joanne voit en fin de compte en permanence aussi dans le centre d'accueil physique. Et donc Discord, juste, on en a parlé tout à l'heure, je vous montre un peu comment fonctionne la plateforme. Hein. Donc vous voyez, c'est ici que se font les chats vocaux où les gens se connectent, les enfants se connectent avec le prénom qu'ils veulent. Et on a vraiment cette vision de les relier à des intervenants, à des acteurs du territoire, à des gens inspirants qui vont leur dire ça vaut le coup de se raccrocher à quelque chose. Voilà. Enfin, le dernier point qui est important pour nous, c'est de relier les enfants à leur environnement durablement, c'est-à-dire qu'on est sur un objectif avec finalement un tiers des enfants qui ont des risques de se décrocher de la société, de plus croire ou de plus pouvoir en fin de compte s'intégrer dans la société. Donc nous, on agit vraiment au niveau du territoire. Hein. C'est pour ça qu'Adésir et tout son réseau arrive à mailler en fin de compte les acteurs du territoire, parce que c'est un peu comme un village quelque part qui doit arriver à fonctionner pour permettre à ces enfants de ne pas se décrocher. C'est notre enjeu à tous en fin de compte sur ce projet. Donc on a ce cycle qu'on met en place dans chaque territoire, c'est qu'on vient sensibiliser l'ensemble des acteurs, comme on l'a dit, dans les écoles, dans les services sociaux, auprès des associations, etc. On vient sensibiliser les adultes, on crée des groupes d'échange entre adultes, on accompagne les enfants, donc on a des entretiens psychologiques individuels et collectifs en groupe comme ça avec les enfants, et ensuite on va les relier individuellement par rapport à leurs projets, par rapport à leurs aspirations, pour qu'ils trouvent durablement un relais pour se réintégrer dans le territoire. Donc c'est un peu une sorte de recyclage des potentiels humains qui sont finalement dans le harcèlement qu'on perd, hein, puisque ces enfants qui n'arrivent plus, quelque part, c'est des enfants qui ont un potentiel énorme et qui sont capables, quelque part, de reconstruire, de réinventer avec plus d'humanité notre société. En fin de compte, on les perd et on essaye de les recycler pour les réintégrer, qu'ils soient plus forts et qu'ils puissent eux-mêmes être acteurs de leur territoire. Donc voilà, n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, on va pouvoir passer à cette étape de questions. Vous pouvez nous contacter sur contact@centrerelier.org. On va essayer de traiter sur le chat si vous avez des questions à nous poser également.